Mais voilà qu'on nous assure, je ne prends pas ça pour une injure, je ne prends pas ça pour une injure, mais voilà qu'on nous assure que Maastricht serait la condition à la paix et à la prospérité, ce qui signifie par là même que son échec équivaudrait à la régression et, j'imagine, à la guerre. C'est l'une des idées reçues du moment. Les nations seraient inévitablement condamnées au déclin par le progrès de la civilisation matérielle. Leur souveraineté serait incompatible avec le renforcement inéluctable des interdépendances économiques et techniques. L'évolution des choses conduirait nécessairement vers un monde sans frontières, chacune de celles-ci constituant un obstacle à l'efficacité, une entorse à la rationalité, une entrave à la prospérité. Ce sont là des affirmations qu'il nous faut vérifier avec soin, car ce qu'on nous demande d'abandonner pour atteindre la prospérité, ce n'est pas seulement le droit de battre monnaie, c'est la possibilité de conduire une politique économique qui nous soit propre. Suffirait-il de constituer un grand ensemble intégré pour brusquement et sûrement accroître ses performances? On en douterait au spectacle de grands ensembles existants qui périclitent ou se divisent. L'ancienne Union soviétique, la Chine, l'Inde sont-elles à ce point prospères qu'il nous faille à tout prix les imiter? Les États-Unis eux-mêmes sont-ils à ce point heureux dans la gestion de leurs affaires intérieures pour qu'il faille les prendre pour modèle? N'observe-t-on pas, à l'inverse, des réussites éclatantes qui ne doivent rien à l'immensité, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, voire même dans les villes-États comme Singapour ou Hong Kong? Comment s'en étonner? La mise en commun des faiblesses et des défaillances de chacun n'a jamais amélioré les performances de tous. Si l'argument de la taille ne convainc pas, on tient en réserve l'une de ses variantes. Elle consiste à condamner la tentation de l'autarcie. C'est ce qu'a fait Monsieur le Premier ministre cet après-midi. L'autarcie est-elle la plus sûre façon de ruiner l'économie, d'étouffer l'initiative, d'appauvrir la culture? Certes, oui, mais qui dit le contraire? Qui parle de replier le pays sur lui-même? Qui parle de renoncer à la liberté des échanges? Qui donc ici prône la fermeture, l'exclusion, la fermeture aux autres? Personne, en tout cas pas moi. Mais en quoi donc le rejet de l'autarcie a-t-il quelque chose à voir avec la prétendue nécessité d'une Europe fédérale? La réponse est simple, cela n'a rien à voir. Il y a des siècles que les échanges internationaux se développent et depuis 1945, ils ont enregistré une formidable progression contribuant à la prospérité et à l'accroissement des niveaux de vie. A-t-on eu besoin pour cela de réduire le nombre des nations? Leurs frontières politiques ont-elles fait obstacle à cette évolution? Les particularismes nationaux ont-ils compromis l'allocation des ressources, freiné l'innovation, ralenti la croissance? Dans les faits, n'est-ce pas tout le contraire qui s'est passé? Et n'est-ce pas le pays qui en a le plus profité, le Japon, qui est aussi le plus rebelle à tout système qui l'intégrerait? Il est vrai que pour échanger, il faut avoir quelque chose à échanger. Il est donc autorisé d'être différent. Il est même plus souhaitable d'être complémentaire que semblable. L'avenir n'est donc pas contradictoire avec la volonté des peuples de garder leur caractère, de tirer le meilleur parti de ce qu'ils sont, de leurs atouts, de leurs spécificités, pour donner au monde la plus belle part d'eux-mêmes. La compétition, la concurrence, c'est d'ailleurs cela. C'est le jeu où des producteurs placés dans des situations particulières, avec des capacités et des savoir-faire différents, s'efforcent en permanence de se dépasser afin de produire à moindre coût et de vendre davantage.
Gardons-nous donc de la vision angélique et réductrice d'une internationalisation économique dégagée de toute référence aux nationalités. Pour garder leur efficacité, les entreprises ont à prendre en compte les caractéristiques des marchés locaux, des mentalités, des comportements, des langues. Tenir l'économie mondiale pour un système unitaire et indifférencié procède à l'évidence d'une analyse superficielle. En réalité, un espace de concurrence est un espace d'échange libre et non un vase clos dans lequel une bureaucratie tatillonne s'efforce de gommer toutes les différences en imposant avec obstination ce que les auteurs de l'Acte unique ont appelé l'harmonisation des conditions de la concurrence. Redoutable contresens économique d'ailleurs que cette disposition à laquelle nous devons déjà des centaines et des centaines de directives et de règlements communautaires. Mesurons l'absurdité d'une telle démarche en posant, comme le fit un jour un économiste, cette impertinente mais judicieuse question. Puisqu'il faut harmoniser les conditions de la concurrence, pourquoi, comme sur le nez de Cyrano, ne pas poser des petits parasols sur les tomates catalanes, gorgées d'un soleil qui fait si injustement défaut aux tomates néerlandaises? Ne rions pas, nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin quand on se met à réglementer pour toute la CE les conditions de production, pour les chasses d'eau, les survêtements, les fromages. Croyez-vous que cela a quelque chose à voir avec la vitalité des marchés, avec la force créatrice de la libre entreprise, avec le stimulant de la concurrence? On nous fabrique aujourd'hui en Europe un espace économique plus uniformisé que le marché intérieur américain lui-même, qui vit et prospère très bien sans même l'harmonisation des fiscalités. Alors que pour créer un marché unique, on pourrait s'en tenir à la libre circulation des biens et des personnes et à la reconnaissance mutuelle des réglementations en limitant l'effort d'harmonisation à ce qui relève de la santé publique et de la protection de l'environnement. Mais ce n'était pas assez pour nos eurocrates qui veulent supprimer la concurrence en prétendant la préserver. On met en avant de prétendus impératifs de concurrence pour réglementer, centraliser, diriger l'économie européenne, à la seule fin non d'accroître l'efficacité et la prospérité commune, mais de forger à la fois l'instrument et la raison d'être d'un futur gouvernement fédéral. D'un gouvernement fédéral qui ne pourra certainement pas souffrir qu'il existe entre les États fédérés une réelle concurrence. La monnaie unique qu'on nous propose maintenant est la conséquence logique de cette stratégie. Voyons ensemble ce que vaut cette touche finale.